Hop, épisode numéro 4 du podcast La vie d'un autre, ou plutôt La vie de Lucas, hein, puisque évidemment je parle seul comme d'habitude. Peut-être que les interviews vont revenir, je sais pas, il faudrait que je retrouve la motivation, que je retrouve les bonnes personnes à interviewer, qu'il y ait un bon échange et qu'on en tire vraiment de belles connaissances de la part de l'invité. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé la personne, à vrai dire, j'ai pas vraiment cherché. Pour l'instant, je me plais dans ce que je fais à parler tout seul toutes les 2 semaines. Mais voilà. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Au vu des chiffres, ça a l'air de vous plaire puisque il y a de plus en plus d'écoutes chaque 2 semaines. Alors bon, ça fait pas les millions d'écoutes mensuelles de certains podcasts, évidemment. D'ailleurs, putain, j'ai été extrêmement, enfin, pas choqué, mais ça m'a surpris de voir que le podcast pouvait amener autant de personnes. Honnêtement, quand certains podcasteurs ont annoncé leurs chiffres, par mensuel, c'était à peu près entre 750 000 et 1 million d'écoutes mensuelles. J'ai trouvé ça énorme. Enfin, vraiment, je me suis dit, ah ouais, d'accord, je pensais pas que c'était autant. Je pensais que c'était aux alentours des 100 000, mais pas des 1 million d'écoutes. Pas des 1 million d'écoutes. Donc en fait, c'est maintenant que je comprends pourquoi certains font des placements de produits pas toujours très bien adaptés à leur contenu euh, et pas toujours bien placés non plus. Bon, voilà, je parle principalement d'un podcast que j'écoute qui s'appelle Génération Do It Yourself, où il fait la pub pour la Maïf, par exemple, en début de podcast, qui n'a aucun lien avec le futur interviewé. Ou même il fait par exemple la pub pour un vélo électrique en plein milieu du podcast. Je trouve ça un peu dommage. Voilà, bon, ça n'a rien à voir avec mon podcast, mais je trouve ça un peu dommage en fait, c'est comme dans une vidéo YouTube qui est blindée de publicité, en fait, qui vous casse complètement le rythme. Je trouve ça dommage de faire ça parce que la vidéo ou le podcast, parfois, il est vraiment hyper intéressant. Et puis d'un coup, on a une espèce de vieille pub enregistrée qui n'a aucun sens avec l'épisode en cours. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que en fait, le podcast, ça fonctionne. Les gens écoutent de plus en plus de podcasts. Et il me semble que c'est un peu en vogue actuellement. Euh, Au sommaire de cet épisode, plusieurs thèmes. Donc, j'ai écrit 4 thèmes. Voilà. Le plus gros, ça va être sur la course à pied, qui m'anime en ce moment. Et puis ensuite, on parlera de tout et de rien, de livres, de podcasts, d'épisodes à écouter, et voilà. Avant toute chose, comme d'habitude, je vous remercie pour votre écoute. Je sais que certains l'écoutent en courant, donc merci à vous pour ça, même si peut-être que vous ne l'écoutez pas en entier parce que ça ne vous intéresse plus ou que c'est un peu trop rébarbatif, je peux comprendre. En tout cas, vous avez fait l'effort de cliquer sur Play la première fois. Donc merci pour ça. Et j'ai vu qu'il y a sur Spotify, donc pour ceux qui utilisent Spotify for Podcaster, ils ont mis en place une nouvelle métrique qui est comment ça s'appelle bon, j'ai oublié le nom, mais en fait, ça vous dit le taux de conversion en 3 phases. Donc la première phase, enfin plutôt en 2 phases, mais la première phase, c'est un peu les impressions qu'il y a sur Spotify. Donc les impressions, c'est quand votre contenu est affiché sur la page de présentation Spotify de l'utilisateur. Et qui va ensuite, est-ce que l'utilisateur va cliquer sur votre podcast? Donc ça, on a un premier taux de conversion qui peut être défini. Donc moi, il est de 14%. Donc c'est-à-dire sur les 100 personnes qui voient la vidéo, il y en a 14 du coup qui vont cliquer sur... putain, je me lance dans des calculs scientifiques et mathématiques. J'espère qu'ils sont bons. Normalement, sur 100 personnes, 14% de 100 personnes, ça fait 14 personnes. Jusque-là, j'espère que j'ai bon. Et donc, sur ces 14% qui ont cliqué sur la page de mon podcast, il y a 75% qui ont au moins écouté un épisode de mon podcast. Donc voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'ils l'ont écouté en entier, hein, mais ça veut juste dire qu'ils ont écouté au moins, je crois que c'est 60 secondes d'un des épisodes. Bon voilà, c'est une petite donnée sympathique
qui pour moi n'a pas grand intérêt, mais je pense que pour les gros podcasteurs, c'est intéressant de voir un petit peu à la manière de YouTube, en fait, est-ce que leur miniature fonctionne et comment ils font pour augmenter ce taux de conversion au maximum, pour fédérer et faire venir les nouveaux utilisateurs de leur podcast. Parce que oui, même si... en fait, je trouve ça un peu difficile de découvrir de nouveaux podcasts par soi-même, parce que en fait, il y en a énormément de plus en plus, et je pense que la plupart du temps, le plus souvent, quand on découvre un podcast, c'est quand quelqu'un nous l'a recommandé. Mais chercher un podcast par soi-même, c'est pas toujours simple, et c'est pas évident d'en trouver de bons, je trouve, parce que parfois il y a vraiment des sujets assez intéressants qui pourraient être creusés davantage, mais c'est soit le son est de mauvaise qualité, soit il manque quelque chose, en fait. C'est pas vraiment très professionnel, un peu comme le mien, en fait, j'ai envie de dire. Voilà, c'est pas professionnel, mais voilà, c'est surtout par bouche à oreille que ça fonctionne, et que le nombre d'écoutes peut augmenter. Par le bouche à oreille et par les publicités, évidemment, sur Instagram ou LinkedIn, pour ceux qui utilisent LinkedIn. Mais voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, 4 thèmes aujourd'hui. Le premier, la course à pied. Alors, comme ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi je vais vous parler de la course à pied? Alors, comme je l'ai dit dans le tout premier épisode, il me semble, ou dans le second, je sais plus. Non, je pense que c'est dans le second, où je vous disais que je m'étais fixé un objectif pour l'année 2026, donc dans 2 ans. Et que cet objectif allait un peu m'animer sur les 2 prochaines années de ma vie. Mais il faut pas non plus que ça en devienne une maladie, plutôt. Il faut pas que je devienne addict à ça, même si parfois on dirait un petit peu qu'on est addict à la course. C'est ce que j'ai noté. C'est par exemple, il y a un lundi soir, quand je rentrais du théâtre, il était 22h, je rentrais à pied, et puis en fait, je sais pas, j'avais une espèce d'énergie, où je me sentais vraiment obligé de dépenser cette énergie, et je me suis dit, pourquoi pas aller courir, quoi. Donc je me suis dit, ok, il est 22h, il pleuvait, il pleuvait beaucoup. Bon, je suis sorti pour aller courir. Mais en fait, je suis à peine rentré du théâtre, j'ai mis mes baskets, j'ai enfilé un t-shirt, et je suis parti directement faire. Bon, c'était des tours de stade, donc c'est pas très fun, mais pour se défouler, c'est plutôt pas mal. Voilà, on écoute un podcast, on met les chaussures, on met les écouteurs, on écoute un podcast. La sortie, elle a duré 20 minutes, c'était vraiment très court. Mais sur ces 20 minutes-là, en fait, c'était vraiment un soulagement, en fait, de se dépenser, et de se dire que, en fait, voilà, on termine bien la journée, on est bien fatigué, on est bien mouillé également, on a appris des choses en écoutant des podcasts, et en plus de ça, on a fait nos 10 000 pas. Voilà, parce que fun fact, au moment... Alors pour ceux que ça intéresse, je ne sais pas s'il y en a qui font ça, mais il est recommandé de faire 10 000 pas par jour en moyenne. Ça peut être un peu réduit si jamais, mais voilà, pour faire bouger le corps, en fait, pour ne pas être sédentaire. La plupart des métiers, ça se passe derrière un ordinateur, donc on ne bouge pas beaucoup, malheureusement. Donc voilà, c'est important quand même d'avoir une activité physique. Je ne veux pas faire de pub, mais je trouve ça important de au moins marcher régulièrement tous les jours déjà pour s'aérer l'esprit, pour avoir de meilleurs, pour mieux réfléchir, pour trouver de bonnes idées aussi, pour trouver des idées. Si elles sont bonnes, c'est encore mieux, mais voilà. Et en plus de ça, ça active les muscles de notre corps, qui ne fait pas de mal. Tout ça pour dire que voilà, que au moment où, c'est un peu le fun fact, mais je rentre des 20 minutes de ma sortie de course, au moment où je tourne les clés et que je passe le pas de la porte, la montre sonne, 10 000 pas. Incroyable. Voilà, pour ceux qui croient au destin, je sais pas si c'est un signe du destin, mais ça m'a fait sourire en tout cas, parce que je me suis dit que c'était ces 20 minutes-là qui allaient faire que j'allais faire mes 10 000 pas.
et qui allait cocher cette case de ma journée, comme quoi tout était bien en règle. Bon, pour ceux qui se demandent, j'essaye de faire 10 000 pas par jour, mais je ne les fais pas tout le temps. À tort, mais parce que j'ai d'autres activités à côté, que je prends pas le temps en fait de faire ma sortie hebdomadaire, non, quotidienne, pardon, ma sortie quotidienne. Mais voilà, mais c'est important, de bouger. Et du coup, ça revient un petit peu au thème de la course à pied et de cette addiction qu'on peut avoir au moment où on démarre la course à pied. Attention à ne pas confondre avec l'addiction, donc la dépendance à l'exercice physique qui s'appelle la bigorexie. Donc c'est tout ce qui est dépendance au sport, principalement d'endurance. Donc ça peut être la course à pied, ça peut être tout ce qui est course course athlétique. Ça peut être le culturisme ou la musculation par exemple. Mais voilà, donc c'est pas à ce stade-là, enfin j'en suis pas à ce stade-là, mais au moment où on démarre la course à pied, ben en fait, souvent on démarre parce qu'on a un objectif. Alors l'objectif peut être une course, ça peut être aussi, je sais pas, se sentir mieux dans son corps, ça peut être vouloir perdre du poids, ça peut être plein de choses. Et en fait, on se rend compte que les premiers kilomètres ou les premières minutes, parce qu'on n'est pas obligé de faire non plus des kilomètres à la première sortie, mais les premières minutes de course à pied, on se dit qu'on n'y arrivera jamais, qu'on n'arrivera jamais à enchaîner 5 kilomètres ou 10 kilomètres si jamais c'est notre objectif, et que en fait, on n'est pas fait pour la course. Alors, d'une, je pense que tout le monde est fait pour la course. Je pense que on va parler à l'époque, mais nos ancêtres, pas forcément nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, mais encore avant, en fait, n'arrêtaient pas de se bouger, pas forcément courir, mais au moins se bouger. Et en fait, ils n'avaient pas d'excuses en se disant que c'était pas fait pour eux ou autre chose. En fait, ils étaient juste obligés de le faire, donc ils le faisaient. Et ça marchait pour tout le monde. Donc je pense que l'excuse du c'est pas fait pour moi, c'est pas vraiment une excuse. Alors oui, certes, il y a des personnes qui vraiment ont des handicaps, hein, je parle pas de ces gens-là, je parle juste des gens qui ont la flemme de se bouger ou alors qui sont démotivés à la première course. Mais en fait, ce qui est de bien à la course, c'est que déjà, il faut pas se comparer aux autres, hein, parce que sinon on va vite être dégoûté, effectivement. Si on se compare à un mec qui fait le marathon en 2h30 et vous le faites en 4 heures, déjà soyez fiers de vous. Mais puis en fait, il n'y a pas de secret en fait. C'est comme si vous comparez un Roger Federer avec un mec qui est classé, je sais pas, 0 ou un 6 par exemple. Le fossé il est immense, même si la personne qui est classée 0 ou 1 6 est déjà monstrueuse et fait partie des, je sais pas, peut-être des 1% des joueurs de tennis, quoi. Mais voilà. Ce qui est intéressant à la course, je vais en venir, c'est que on scale, donc mince. On devient on devient meilleur très vite. C'est-à-dire dès la première semaine, dès la deuxième semaine, on voit déjà un résultat significatif si on compare avec les courses précédentes qu'on a faites. Ça vient principalement déjà du cœur. Je crois que j'avais lu que c'était le muscle qui s'adaptait, qui se muscle le plus vite en course à pied. Donc c'est pour ça qu'au début, on a l'impression qu'on va devenir le nouveau champion, le nouveau recordman du marathon, parce qu'on voit que nos résultats, en fait, ils explosent. Au début, on était, je sais pas, à 6 minutes au kilomètre, donc 10 km/h. Et au bout de 2 semaines, on passe à 5 minutes 30 au kilomètre. Donc 12 km/h, il me semble. Non, peut-être pas. Je sais plus. Non, je crois que c'est 5 minutes au kilomètre qui est 12 km/h. Bon, voilà, bon, bref, vous comprenez. C'est que, on augmente très vite notre niveau. Et on se dit que en fait, la course est faite pour nous finalement. Et on commence à prendre de plus en plus de plaisir à aller courir. Donc, quel que soit le temps, quelle que soit la météo, en fait, on enfile nos baskets, on court 45 minutes, 1 heure, on rentre, on est content. On a eu notre pic d'endorphine.
Je sais plus, c'est quoi la molécule du plaisir déjà? Ou la dopamine? Ouais, peut-être la dopamine, mais voilà, on est une note pic de ce truc-là. On est content de nous, on est fier de nous, et ça, c'est bien. Et en fait, on a juste une envie, c'est de repartir le lendemain, voire l'après-midi, évidemment, puisque on se dit qu'on est des machines et que maintenant, plus rien ne peut nous arrêter. Bon, déjà, c'est très très bien d'avoir cette hargne-là, mais il faut quand même faire attention au trop volume ou intensité trop forte, ou trop vite, par exemple. Donc on en reviendra, c'est la règle des 3 T. Donc c'est trop vite, trop fort ou trop intense. Donc si par exemple vous passez de 0 km par semaine à je sais pas, 10 km par semaine, puis à 20 km par semaine, puis à etc. en un mois, alors certes, vous allez voir que votre cœur va vite s'adapter. Par contre, ensuite, c'est vos muscles et vos tendons qui vont tirer un peu la gueule. Et c'est là souvent qu'on se fait mal. Et en fait, on arrête la course parce qu'on est dégoûté. Et ensuite, pour reprendre, c'est très difficile. Voilà, bon, j'en reparlerai juste après. Mais voilà, tout ça pour dire que la course et l'addiction à la course, en fait, elle se fait très vite et il faut juste pas perdre cette grinta qu'on a au début et il faut essayer de la faire durer tout au long de sa carrière de coureur, entre guillemets. Mais voilà, donc en fait, ce qui est cool en course à pied, c'est que si vous avez trop d'énergie ou si jamais vous vous sentez pas bien ou si vous avez envie d'évacuer, en fait, vous prenez des chaussures, prenez un t-shirt et voilà, vous allez courir tard, quelle que soit la météo. Et voilà, vous vous faites plaisir. Et le plus important, je pense, au début, c'est pas de regarder votre temps, c'est juste de courir pour courir. Et quand vous en avez marre, en fait, vous rentrez et vous allez voir que vous allez être encore plus satisfait qu'au départ. Même si au départ, vous n'avez pas forcément envie. Ça fait beaucoup d'informations, je le sais. Je vais essayer de parler un peu plus doucement. Et je vais boire un coup. Désolé pour le bruit, mais voilà. Je coupe rien au montage, donc si jamais il y a des blancs, ne partez pas, je suis toujours là. On pourrait faire un petit podcast ASMR, non? Bon, ceux qui écoutent le podcast jusqu'à 7 minutes, dites-moi si vous voulez un podcast ASMR. Non, je plaisante évidemment. On va pas commencer à boire de l'eau et à faire des hein. Bon, voilà. Si vous voulez voir ça, je pense qu'il y a d'autres podcasts ou d'autres vidéos YouTube qui sont très bien faites pour ça. Donc le deuxième point que j'ai noté, c'est vouloir faire trop vite, trop fort, trop intense. La règle des 3 T. Moi, c'est un peu ce qui se passe en ce moment et c'est pour ça que j'essaie de me calmer parce que je me connais. Je l'ai déjà fait l'erreur quand j'ai préparé le marathon, comme je l'ai dit. Donc j'ai commencé la course il y a déjà un mois et demi. Enfin, j'ai repris la course. Il y a un mois et demi, les 2 premières semaines, j'étais à 20 km par semaine. Donc c'était 2 sorties de 10 km. Voilà, donc je les tenais assez facilement parce que j'ai déjà fait de la course à pied et je sais à quoi m'attendre. Et puis voilà, donc la 3e semaine, j'ai encore augmenté. Je suis passé donc de 20 à 40 km par semaine. Donc là, c'était plus 2 sorties par semaine, c'était 3 voire 4 sorties par semaine, dont une sortie longue qui est le dimanche ou le samedi. En fait, pas forcément le dimanche ou samedi, mais le jour où vous êtes dispo. Parce que ce sont des sorties qui durent longtemps, en fait, juste par la longueur, mais aussi par le temps. Donc en moyenne, c'était entre 1h30 la sortie et 2 heures, quoi. Mais voilà, il faut avoir le temps de pouvoir faire ces sorties longues. Et puis voilà, mais là, en fait, il faut que j'arrive à me calmer, parce que je sais que la blessure peut arriver à tout moment sans qu'on s'en aperçoive. Mais voilà, il faut que j'arrive à me calmer. Ce qui est important aussi en course à pied, c'est que il faut pas trop négliger pour certains diront qu'ils l'ont jamais fait et qu'ils le feront jamais et que pour l'instant ça va très bien, mais tant mieux pour eux. Mais il faut pas non plus négliger la récupération après la course. Donc que ce soit le soir même ou le lendemain. Soit par je sais pas, des étirements, soit par de la glace, soit par des massages. Voilà, par tout type de moyens.
mais il faut que votre corps se régénère du mieux possible. Donc le massage, des étirements permettent de mieux générer, de mieux générer, pardon, de mieux régénérer votre corps. Pour ceux qui ne l'utilisent pas, tant mieux pour eux. C'est que soit ils sont habitués, soit leur corps est habitué à ça, et dans ce cas, il ne faut pas changer pour pas les désorganiser. Pour ceux qui commencent, c'est quand même important de faire ce genre d'exercice. Après surtout des sorties longues. Les sorties courtes, ça traumatise pas tant le corps. C'est surtout quand ça tape fort. Quand ça tape fort dans les genoux, dans les mollets ou dans les tendons, quoi. Mais voilà. Mais une chose que je fais, donc peut-être je fais 40 km par semaine, mais en fait je fais pas de fractionné par exemple. Donc en fait j'ai pas le côté trop intense et ni le côté trop fort en fait. C'est vraiment juste le côté. Et puis d'ailleurs en fait je crois que c'est pas trop vite, trop fort, trop intense. Je crois que c'est trop vite. Si trop fort c'est trop de volume je pense. Trop vite trop de volume et trop intense, un truc comme ça. Du coup moi j'ai que le côté trop de volume d'un coup. Qui fait que à la limite ça peut passer et je peux ne pas être blessé. Mais je fais quand même attention. Bon voilà. Ça fait très. Là j'ai vraiment l'impression de raconter que ma vie. J'espère que c'est vraiment pas trop ennuyeux. En tout cas, bon voilà. Je parle de moi comme si j'étais sur Instagram, sauf que je suis derrière un micro en train de vous parler. La troisième raison de l'addiction à la course, c'est que en fait, c'est la beauté de la course, j'ai écrit. Donc, c'est voir qu'on s'améliore après chaque entraînement, donc c'est stimulant. Et puis, c'est le fait d'être fier de l'avoir fait, même quand on n'en avait pas envie de le faire. Et je pense que ça, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse se faire, c'est que quand vraiment vous n'avez pas envie de courir, mais que vous vous dites qu'après la course, ça sera encore mieux. Parce que, je sais pas, parce qu'il y a soit un événement le soir, soit il y a un bon repas juste après, soit il y a une émission de télé que vous aimez, soit il y a un match de foot, j'en sais rien, quoi que ce soit. En fait, vous allez d'autant plus l'apprécier si vous êtes allé courir juste avant. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, c'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est que vous avez un sentiment d'apaisement vraiment intense. Et surtout, vous culpabilisez pas de ne pas l'avoir fait. Et rien que dans sa tête, c'est une espèce de. Je sais pas, je connais pas. Un trigger, un moyen de déclencher quelque chose en vous qui fait que vous allez continuer par la suite à faire ce genre d'activité. En fait, vous allez créer une espèce d'habitude, habitude positive, quoi. Donc beauté de la course, j'ai mis courir avec des amis, évidemment. Tout le monde ne court pas avec des gens qui connaissent. Certaines et la plupart des personnes courent seules. Moi, le premier, je vous avoue qu'en semaine, je cours seul. C'est juste que le week-end, en fait, j'aime vraiment bien partager une expérience avec un ami, avec quelqu'un. En fait, juste pour déjà, pour faire. Enfin, c'est peut-être con à dire, mais. Enfin, moi, j'aime bien. Je trouve que le temps passe plus vite quand vous êtes avec quelqu'un que quand vous êtes seul. Et puis, vous pouvez vous arrêter, vous pouvez parler, vous pouvez. Je sais pas, échanger sur la course, débriefer. Après la course, vous pouvez prendre votre temps, prendre un café, une bière, aller manger au resto. Et en fait, il n'y a pas ce côté, je pars, je reviens, et en fait, c'est comme si c'était rien passé, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un véritable échange qui se crée. Et honnêtement, je préfère largement aller courir avec un ami, ou enfin plusieurs amis, hein, c'est pas la question, mais que aller boire un verre en terrasse le soir, par exemple. Prendre un apéro le soir entre amis. Enfin, je trouve vraiment qu'il y a. En fait, on en chie tellement. Enfin, on en chie pas tellement, mais quand on court, souvent le week-end, c'est des sorties longues, donc c'est des efforts qui sont assez intenses et assez longs. Euh, et en fait, on voit la personne telle qu'elle l'est en dehors de la vie quotidienne, de sa vie quotidienne, quoi, j'ai envie de dire. Par exemple, je sais pas,
ce week-end ou le week-end d'avant, j'ai couru avec un collègue de boulot et en fait, on échange sur des sujets dont on parle jamais au boulot parce que c'est pas le lieu d'en parler. Et voilà, en fait, ça devient un peu plus que des collègues, ça devient des copains, quoi. Des copains de course. Et voilà, c'est vraiment ça qui pour moi est important dans le partage de la course. C'est que en fait, on n'est plus. Il n'y a plus d'histoire de hiérarchie, de N+1, N+2, collègues et compagnie. C'est juste. En fait, on fait une balade entre potes et on se régale, et puis on débriefe, et puis on boit un verre, et puis voilà, quoi. Et c'est vraiment ça que j'essaye au maximum de faire. C'est pour ça que je me suis remis à la course, et plus particulièrement une course spécifique. Parce qu'avant, je faisais pas mal de courses sur route, qui là, pour le coup, c'est un peu plus. La course solitaire est un peu plus adaptée, disons. Mais voilà, c'est vraiment ce partage que j'aime bien en course et qui fait que en fait, on a envie à chaque fois d'aller courir le dimanche, quoi. Euh, Et le quatrième point, ou le cinquième point, je sais plus, c'est la découverte de lieux un peu insoupçonnés qu'on n'a pas l'habitude de voir en général si jamais on fait que des sorties classiques de course ou des sorties vélo par exemple. C'est vraiment accéder à des lieux qui sont, mais qui sont uniques et en fait qui sont à portée de main, quoi. Mais dont on prend pas le temps d'aller voir, ou alors, enfin ouais, en fait on prend pas le temps parce que c'est loin. Et en course, en fait, bah, vous mettez 2 ou 3 fois plus de temps, quoi, qu'en marche, par exemple. Donc en fait, c'est vraiment ça, c'est trouver des lieux qui sont là depuis toujours, qu'on n'a jamais vus, et pourtant enfin voilà, dont on n'est pas passé à côté depuis si longtemps. Par exemple, je suis allé courir en Lozère avec mon frère il y a un mois, enfin 3 semaines ou 4 semaines de ça. Et juste à côté du village de chez ma grand-mère, donc en fait on a juste sorti nos baskets et on était directement dans les montagnes. C'est quelque chose déjà qui est un super privilège en tout cas. Parce qu'à Montpellier on est obligé de prendre la voiture pour aller à droite à gauche et faire des courses. Mais bon, là en l'occurrence c'était à côté. Et vraiment on est passé par des endroits où on s'est dit putain, mais on est con, franchement, ça fait 30 ans qu'on vit. Bon, je suis d'accord, allez, les 20 premières années, on pense pas aller courir, ou alors on peut pas aller courir. Mais en fait, ça fait 10 ans qu'on peut le faire, et en fait, on l'a jamais fait, quoi. Et tout ça pourquoi? Parce que juste on n'y a pas pensé, ou alors on n'a pas pris le temps d'y le faire, ou tout simplement parce que c'était trop loin, en fait. Et à pied, vous mettez trop de temps pour le faire. Donc, euh, donc en fait, c'est ça qui est génial avec la course, c'est que vous partez, et vous pouvez aller très loin et découvrir des lieux vraiment extraordinaires, quoi. Et ça, c'est vraiment un truc que je kiffe en course à pied, et particulièrement ce type de course à pied, dont je n'ai pas encore précisé le nom pour essayer d'avoir un certain mystère sur cette course pour celles qui m'écoutent, en tout cas. Elles devraient se reconnaître. Mais voilà, tout ça pour dire que en ce moment, je prends pas mal de plaisir à aller courir, surtout les sorties longues, où j'essaie au maximum de les faire à plusieurs pour échanger encore plus. Et évidemment, les sorties hebdomadaires, donc les sorties de la semaine, c'est juste pour s'entraîner, pour essayer de garder le rythme. Donc voilà, donc pour le moment, tout va bien. Mais je sais malheureusement que la vie, elle est faite de haut et de bas, un peu comme une sinusoïde. Donc quand vous êtes au top de votre forme, il y a forcément la courbe qui redescend, donc vous allez être au bas de votre forme, enfin tout en bas de votre forme. Et en fait, c'est là où il faut faire attention, et il faut essayer de ne pas y rester très longtemps, ou alors essayer de remonter au maximum de votre forme très vite. Par exemple, pour mon cas, donc je sais que le down là, il va finir par arriver. Je sais pas trop quand, mais je sais qu'il va finir par arriver parce que j'ai un truc de prévu qui va certainement m'empêcher d'aller courir pendant un certain temps. Et en fait, ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai pas envie de perdre tout cet entraînement que j'ai fait jusqu'à présent. Pour ça, bon, même si ça va s'arrêter pendant un mois environ,
c'est pas énorme sur 2 ans, je suis d'accord, mais quand on a le truc, quand on a le truc, enfin, on sent le truc et que d'un coup on doit s'arrêter du jour au lendemain pour X ou Y raison, bah, en fait, au moral, ça fait très mal. Ouais, enfin, c'est vraiment, vraiment pénible à vivre. Vous allez me dire qu'il y a des trucs bien plus graves dans la vie, et effectivement, hein. C'est pas un arrêt d'un mois d'une course qui va faire que. Bon, enfin, voilà, vous m'avez compris, mais l'idée, c'est d'essayer toujours de garder le côté rythmé et dynamique de la chose pour justement ne pas aller dans ces putain, comment je peux appeler ça en français le up and down, le up and down. Putain, je sais pas. Bon, enfin, bon, pour pas aller dans ce creux de la courbe, ou alors d'y aller et de ressortir très vite vers le haut de la courbe. Voilà. Ça fait combien de temps? À chaque fois, je regarde le timer, mais putain, 31 minutes que je pars de course à pied de moi. Incroyable. Un truc que j'ai pas dit aussi, c'est souvent on me demande pourquoi je publie pas sur Strava. Pour plusieurs raisons, parce que bon, je l'avais déjà expliqué, mais parce que je trouve parfois que juste publier ses entraînements ou alors dire qu'on est allé quelque part, pour ne pas citer, pour ne citer personne, mais pour dire par exemple qu'on a fait une séance de muscu ou quoi, je trouve pas ça très intéressant. Et en fait, je préfère plutôt valoriser comment dire, les courses qui ont vraiment un réel intérêt, entre guillemets, qui peuvent motiver d'autres personnes à vouloir faire pareil. C'est mon point de vue, certains le partagent pas forcément, c'est leur choix, hein, c'est mon choix aussi. Mais voilà pourquoi je publie pas sur Strava, et certainement que je publierai un peu, si jamais je fais des courses, je pense que je publierai plutôt les courses, déjà pour avoir un certain référentiel, même si je peux y accéder de manière privée, mais voilà, mais au moins pour donner l'envie aux autres soit de me suivre, soit de vouloir faire pareil, soit de pouvoir courir avec moi tout simplement parce que actuellement ils connaissent pas mon niveau, donc peut-être qu'ils me proposent pas, etc. Mais voilà. Donc pour l'instant c'est pour ça que je publie pas sur Strava. Et aussi c'est pour en fait ne pas attirer en fait comment dire, pas enfin ne pas être jugé par les autres quoi. En fait je sais que à partir du moment où tu publies quelque chose, bah limite tu dois te justifier pourquoi tu as pas fait un temps exceptionnel par exemple. Donc soit tu dis parce que j'ai couru avec machin et que voilà, du coup tu insinues qu'elle t'a ralenti. Enfin voilà, des petits trucs comme ça qui font que en fait au bout d'un moment je cours par plaisir et j'ai pas envie que quelqu'un me dise peut-être aujourd'hui t'es pas allé très vite machin. Voilà, c'est pas du tout le but. Et autre point, c'est que bah en fait, typiquement ma famille, quand je leur ai dit l'objectif que j'avais en 2026, en fait, ça leur a fait peur. Et limite, ils m'ont dit ah, non, mais pourquoi tu fais ça pourquoi tu fais pas ça plus proche? Pourquoi enfin, tu veux te faire du mal tu veux te faire autant de mal, etc. Et en fait, limite, ils m'ont fait culpabiliser sur le fait que je voulais faire ça, quoi. Donc c'est pour ça que je dis pas grand chose. Ou en tout cas, quand je le dis, je sais à qui je le dis. Et je sais que voilà, je vais avoir un retour plutôt positif et encourageant de la personne, plutôt qu'une méfiance voilà, qu'un côté négatif de la personne qui veut, pour mon bien peut-être, mais m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire, quoi. Voilà, je crois qu'il y a une phrase qui disait que personne n'est mieux placé que vous pour savoir ce que vous voulez. Et je pense que ça résume très bien cette pensée, c'est qu'en fait, si vous voulez quelque chose, eh bien, vous le faites. Vous demandez pas l'avis des autres. Alors certes, vous pouvez être conseillé pour voir si vous prenez la bonne direction, mais, mais voilà. Écoutez, on va pas tarder à arrêter ce premier thème sur la course à pied. Je voulais finir juste par quelque chose que j'avais entendu qui s'appelle le blues du coureur ou le blues du marathonien. Typiquement, en fait, c'est en lisant un livre sur la course dont je vais vous parler juste après, mais que j'ai vu ce terme.
Et en fait, c'est typiquement ce qui s'est passé avec moi, quoi. C'est-à-dire le blues du marathonien, c'est on a un objectif qui est le marathon. Donc on se donne à fond pour faire le marathon. Et une fois que cet objectif est fait, ben en fait, on n'a pas réfléchi à la suite. On n'a pas réfléchi à la prochaine course, ni même au prochain entraînement. Et en fait, on n'a plus d'objectif, on n'a plus de carnet de route, on n'a plus d'entraînement, on ne sait pas quoi faire. Courir pour courir, en fait, ça n'a aucun intérêt. On n'a plus de plaisir à prendre pour courir. Et en fait, moi, avec moi, ce qui s'est passé, c'est que du jour au lendemain, ben, j'ai arrêté de courir, quoi. C'est-à-dire, j'ai fait le marathon et j'ai arrêté de courir du jour au lendemain. Donc, je pense que mon leitmotiv n'était pas tant la course à pied, c'était plutôt le marathon. Et là, du coup, j'ai une autre approche qui est déjà un peu plus long terme. Elle n'est pas dans 4 mois. Donc, en fait, il faut que je m'entraîne vraiment pendant 2 ans à fond. Enfin, à fond, tout en restant dans les limites du corps humain, mais vous m'avez compris. Mais voilà, l'idée, c'est de se mettre un objectif à long terme pour savoir un peu où est-ce que vous allez et connaître la direction de votre chemin. Mais évidemment, pour atteindre cet objectif à long terme, il faut que vous mettiez des objectifs à moyen et à court terme. Donc moyen terme pour en déterminer j'ai mis déterminer le chemin et avancer. Donc vous savez la direction, c'est là-bas, là, dans le nord ou dans le sud, comme vous voulez. Mais il y a plein de chemins qui s'offrent à vous. Vous devez en déterminer pas forcément le meilleur, mais en tout cas trouver un chemin qui va dans cette direction et avancer. Et les objectifs à court terme. Alors ça, c'est vraiment à court terme, c'est, je sais pas, ça peut être réaliser une semaine de 3 entraînements par semaine, par exemple. Ça va être tous ces petits défis hebdomadaires, ça peut être, ou mensuels, hein, ça dépend de vous. Mais pour ne pas abandonner en fait votre objectif à moyen terme et donc à long terme. Et c'est avancer un peu dans la difficulté, essayer de mettre votre corps à l'épreuve, votre mental à l'épreuve aussi. Parce que dans une longue course, c'est le mental qui prend le dessus quand vos muscles n'en peuvent plus. Donc voilà, c'est montrer à votre corps qui dirige, enfin à votre cerveau qui dirige, que c'est pas lui. Donc quand lui il en a marre, ben, en fait il faut trouver ce petit truc en plus qui va faire qu'on va bypass. Donc on va contourner cet organe magnifique qu'est le cerveau. Et voilà, et montrer qu'en fait qu'on avance petit à petit malgré toutes les difficultés qu'on peut avoir. Donc je pense que ça c'est assez important quand vous courez, c'est mettez-vous toujours des objectifs et puis voyez la course d'après. Et toujours la course d'après. Ne restez pas sur un ça peut être une victoire, hein. Par exemple, je sais pas, vous faites une course, vous gagnez, mais en fait, voyez encore après, quoi. Ne vous dites pas, c'est bon, j'ai fini machin, j'ai réussi ce que je voulais faire et puis j'arrête là, quoi. Enfin, vous pouvez le faire, mais en fait, c'est un peu dommage. Et moi, je l'ai vu avec moi, c'est que pendant 6 mois ou voire 1 an après le marathon, en fait, j'ai arrêté de courir et au final, j'ai perdu tout ce que j'avais emmagasiné sur les séances d'entraînement que j'avais faites pour le marathon. Euh, je pense pas qu'on le perd vraiment parce que là, pour le coup, quand j'ai repris un rythme plutôt satisfaisant. Bon, alors, j'ai pas arrêté le sport, hein, j'ai continué le sport, mais voilà, c'est dommage de pas capitaliser sur des acquis et tout arrêter du jour au lendemain. Voilà. J'espère que ce premier thème vous a plu. Tout ça pour dire que la course à pied, c'est bien. Euh, et voilà. Je pense on va continuer sur le thème numéro 3. On va squeezer le thème numéro 2 parce qu'en fait, il n'y a aucun intérêt de parler de ça. Peut-être que j'en parlerai à la fin, mais en fait, c'est un sujet qui est apparu, enfin, dont on a parlé, enfin, dont on a parlé entre collègues. C'est sur les nouveaux outils et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Mais voilà, bon, ça a un peu rien à voir. Mais ça rejoint un petit peu, c'est que j'en parle 5 minutes, mais typiquement certaines personnes, bah, en fait, ils ont un peu découvert l'IA ces derniers temps, comme tout le monde, hein, mais en fait, ça en devient presque maladif, quoi. C'est-à-dire que typiquement, ils demandent à ChatGPT d'avoir un plan d'entraînement pour le 10 km par exemple.
ou alors avoir un programme de diététique pour perdre 10 kilos, ou alors avoir, je sais pas, limite une morning routine je sais pas, pour optimiser leur temps au réveil. En fait, enfin, je trouve ça bien, en fait, puisque l'intelligence artificielle te permet d'avoir toutes ces infos-là rapidement et ne pas forcément passer par, enfin, ne pas croiser plein de sources d'internet pour avoir son plan d'entraînement. On l'a directement. On peut demander davantage de détails, etc. Mais en fait, pour moi, le plus important, c'est pas tant de trouver le plan d'entraînement, c'est déjà de faire le premier pas qui est faire, par exemple, si on veut faire le 10 km, le premier pas, c'est d'aller courir. Et c'est ensuite, quand on sent qu'on est capable de faire mieux, c'est là de mettre en place un réel plan d'entraînement, par exemple, pour s'améliorer et pour vraiment atteindre l'objectif qu'on s'était fixé. Mais voilà, en fait, j'ai l'impression que souvent, on va plus vite que la musique avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on demande beaucoup de choses, mais on n'essaye pas avant, en fait, de faire la chose en question. Par exemple, typiquement, c'est comme si vous vous mettez à la course du jour au lendemain, vous vous mettez au triathlon du jour au lendemain, donc c'est très bien, hein, donc vous allez demander à... Enfin voilà, vous vous mettez au triathlon du jour au lendemain, vous achetez tous les équipements possibles pour le triathlon, donc le vélo à 5 000 euros, la combinaison, les chaussures de course à pied, etc. Vous avez dépensé, je sais pas, 6 000 euros dans tout l'équipement. En fait, vous vous rendez compte que le triathlon, c'est pas fait pour vous au premier entraînement, quoi. Donc en fait, c'est un peu con d'avoir dépensé autant. Et en fait, j'ai un peu l'impression que c'est un peu pareil avec l'intelligence artificielle pour ces personnes-là. C'est qu'ils veulent tout de suite... Enfin, ils pensent que l'intelligence artificielle va les aider à franchir ce premier cap et à faire avancer la machine, quoi. Et j'ai l'impression qu'ils oublient souvent que la machine, c'est eux qui la dirigent. Que si, s'ils ne l'ont pas décidé, c'est pas une machine virtuelle qui va le faire à leur place, quoi. Euh, donc voilà, je sais pas s'il y a que moi qui ai ce sentiment-là, que certaines personnes vont un peu plus vite que la musique et veulent tout de suite utiliser les nouveaux outils d'Internet d'aujourd'hui je ne sais pour quelle raison, peut-être c'est pour dire qu'elles les utilisent, quoi. Enfin, parfois j'ai vraiment l'impression que c'est ça, c'est juste pour dire aux autres qu'ils utilisent des intelligences artificielles pour driver leur vie, quoi. Et voilà, je trouve ça un peu dommage. Ça n'a rien à voir avec la course, mais ça a un petit lien quand même. Putain, cette phrase, elle est excellente. Enfin bon, bref, elle n'est pas excellente, mais voilà, vous m'avez compris. Euh, Thème numéro 3, la lecture du moment, évidemment. La dernière fois, je vous ai parlé d'un livre qui était plutôt un peu philosophique, amateur, qui était de Paulo Coelho. Et là, j'ai récupéré un livre qui s'appelle Autoportrait de l'auteur en coureur de fond. Donc c'est un japonais qui l'a écrit, c'est Haruki Murakami. Je ne sais pas si je prononce très bien son prénom et son nom. Mais en fait, donc à la base, c'est un tenancier de bar à jazz qui s'est mis à écrire des livres et en même temps à faire des courses de fond. Alors des courses de fond, je crois qu'il a fait, enfin dans son livre, il décrit qu'il a fait un 80 km, je crois que c'est son maximum. Et que la plupart du temps, il faisait des marathons en fait. Donc c'était pas une ultra trailer comme on dit dans le jargon, ou alors un mec qui fait des Ironman ou compagnie. C'est un coureur de fond. Voilà. Donc en fait, son livre, c'est un peu son journal intime sur ses ressentis de course, sur son rapport qu'il a avec l'écriture et la course à pied. Et voilà. Et en fait, il dit dans son livre que courir, en fait, ça le rend plus fort donc sous différents aspects, hein. D'un point de vue physique, déjà, il est en meilleure santé. Il a son corps qui est en meilleure forme. Il, a, il se sent capable de plus. Et voilà. Et en fait, ça l'aide dans l'écriture de ses romans. Parce que mentalement, en fait, il a plus confiance en soi. Il prouve par les actes qu'il est capable, en dehors d'écrire des livres, de faire autre chose que ça, qu'il n'est pas non plus renfermé dans sa chambre d'hôtel ou dans sa chambre
une espèce de geek qui fait qu'écrire, voilà, qui sort, qui est jovial, qui... Bon voilà, en fait c'est ça, c'est un peu tout ça, c'est à partir du moment où vous faites une activité physique en général, quoi que ce soit courir, faire du hand, du foot, du rugby, n'importe quoi, mais en fait vous paramétrez votre corps et votre mental pour, pour des situations très particulières et ça peut faire que du bien pour votre mental notamment. Même pour votre sommeil par exemple, enfin voilà, on sait que le sommeil ça permet de régénérer le corps. Et en faisant du sport, ben en fait, c'est con à dire, mais quand on fait du sport, on est fatigué. Et quand on est fatigué, ben souvent, on va se coucher, quoi. Donc voilà, donc on a mis un sommeil de meilleure qualité. J'ai vraiment l'impression que ce podcast part un peu en cacahuète. Je parle de tout et de rien. Et bon, honnêtement, dites-moi si vraiment c'est nul. Envoyez-moi un message pour me dire s'il faut que j'améliore. Parce que si vous m'envoyez pas de message, en fait, je saurai jamais si c'est bien ou pas bien, quoi. Donc on est à 45 minutes, 46 minutes. S'il vous plaît, si jamais vous écoutez ce passage-là, dites-moi si oui ou non c'est intéressant. Et si jamais ça l'est pas de souci, je l'accepte. Mais juste, dites-moi ce qu'il faudrait que je change pour que ce soit un petit peu mieux. Tout ça. Donc voilà, donc Autoportrait de l'auteur en courant de fond. C'est un livre qui se lit plutôt bien. C'est pas un très grand livre, hein. Je crois que j'ai sur Babelio, l'application, on peut noter les livres et les lectures. Je crois que j'ai mis 3 étoiles sur 5. Voilà, ça se lit bien, il y a des passages sympas, il y a des citations intéressantes. Notamment une que j'ai notée, donc c'est on a beau se poster devant un miroir nu aussi longtemps qu'on le souhaite, ce qui est à l'intérieur ne s'y reflète pas. Donc voilà, je trouve ça assez beau comme citation. Bon, vous l'avez compris par vous-même, mais même si enfin bon, voilà. Vous l'avez compris par vous-même, je ne vais pas la détailler davantage. Un autre livre que je suis en train de lire, ça s'appelle Born to Run, de Christopher McDougall. Je ne l'ai pas fini, donc je suis en cours de lecture. Et en fait, je crois que c'est un Américain qui va à la rencontre d'un peuple d'Amérique du Sud, un peuple du Mexique, plus précisément. Et en fait, ce peuple, il s'appelle les Tarahumara, ou un truc comme ça. Et en fait, c'est un peuple qui court tout le temps. Enfin, d'après ce que j'ai compris. Il court sans cesse. Je sais pas pourquoi il court, mais en tout cas, il court. Souvent avec juste un petit pagne blanc, des chaussures en caoutchouc ou en pneus. Mais il s'arrête pas de courir, quoi. Et en fait, un peu le livre, ça va être essayer de les rencontrer déjà, essayer de comprendre leurs secrets, enfin, comment ils font pour courir si longtemps, comment ils font pour ne pas se blesser, euh, et voilà, comment ils font pour être aussi athlétiques à n'importe quel âge. Donc voilà, donc je vous en dirai un petit peu plus si jamais ce livre est intéressant. Apparemment, c'est un classique, si jamais vous vous mettez à la course. Donc ça s'appelle Born to Run de Christopher McDougall. Ça, c'était les lectures du moment. On va passer à la dernière rubrique qui est le podcast à écouter, ou en tout cas le podcast qui m'a plu et dans lequel j'ai appris pas mal de choses. Là, on va se focaliser sur le podcast que j'écoute régulièrement qui s'appelle Génération Do It Yourself. Donc c'est avec Mathieu Stéphanie. Voilà, il est comme il est. On ne juge pas la personne, on va juger ses interviewés. Il y en a un que j'ai écouté il y a longtemps quand j'étais en voyage. C'était avec Gilles Henry, qui est donc le fondateur ou le cofondateur du vélo Bastille. Donc c'est un vélo qui est français et qui est surtout pliable. Donc c'est pas les vélos avec les petites roues qu'on voit partout. Là c'est vraiment un vrai vélo, donc un cadre classique d'un vélo normal, sauf qu'il se plie. Et je crois qu'il se déplie en 5 secondes, je crois, un truc comme ça. Et en fait, bon, c'est pas tant pour l'usage à Montpellier, c'est surtout pour les usagers parisiens pour lesquels en fait, leur habitation ne leur permet pas d'avoir un vélo non pliable. Parce que, bon, voilà, peut-être à Paris, j'ai pas habité à Paris, mais je pense qu'ils ont des appartements assez petits, ou alors les cages d'escalier sont assez petites, ou alors ils n'ont pas de cases.
Pardon, ils n'ont pas de cave où stocker les vélos. Donc voilà, donc c'est un vélo pliable. Il vaut quand même 2600 €. Il est en précommande si jamais ça vous intéresse. Il n'y a pas de code promo, je touche pas d'argent dessus. Et c'est juste que le podcast était assez intéressant parce que en fait, je m'y voyais un peu dans ce Gilles Henry, parce que c'était un ingénieur en mécanique qui avait déjà travaillé sur la poussette yo-yo pour les jeunes parents qui m'écoutent. Et en fait, c'est un mec qui est passionné par la mécanique, qui a plein d'idées en tête, parfois trop d'idées en tête. Et en fait, au bout d'un moment, donc après la poussette yo-yo, il s'est dit qu'il allait se lancer aussi un peu dans sa quête personnelle en faisant un vélo pliable parce qu'il kiffe l'origami et tout ce qui se plie, en gros. Mais voilà, donc c'est un podcast très intéressant. Je ne saurais pas vous dire le numéro du podcast, mais c'est à Génération Do It Yourself, c'est Gilles Henry, et c'est le vélo Bastille. Voilà, son entreprise s'appelle Bastille. Un autre podcast que j'ai écouté récemment, que j'ai écouté aujourd'hui même, ça s'appelle, donc c'est avec Guillaume Gibaud, qui est le fondateur du slip français. Alors, pour être tout à fait honnête, quand j'entendais ce slip français, en fait, je me disais, mais c'est un peu pour les bobos parisiens qui veulent mettre 40 balles dans un slip. Et effectivement, il le dit lui-même que ça coûtait cher. Mais en fait, pourquoi ça coûtait cher? Parce qu'il a essayé, et je pense que c'est... Enfin, en tout cas, c'est l'un des seuls qui essaye dans le domaine du textile de faire du 100% français. Et son combat, en fait, il le mène à travers son entreprise et il essaye un peu de réindustrialiser le textile français tel qu'on l'a, enfin, je ne l'ai pas connu, mais tel que nos ancêtres l'ont connu dans les années 80-90, où il disait que en fait, il y avait une très forte valeur ajoutée à faire du Made in France et qu'il y avait énormément d'industries, énormément de personnes qui travaillaient dans ça et que petit à petit, ça a dégringolé pour finir tout en Chine, au Bangladesh, en Inde, enfin voilà, dans les pays que vous connaissez. Et voilà, en fait, au début, j'aimais pas trop. Enfin, c'est pas que j'aimais pas trop, mais voilà, c'était ce côté slip français bobo qui me plaisait pas. Et en fait, ça donne envie de le soutenir parce enfin, en tout cas, juste par son interview, hein. Après, je connais pas tout ce qu'il fait, mais en tout cas, il essaye au maximum de valoriser le savoir-faire français. Et voilà, donc ça c'est plutôt cool de soutenir un peu est-ce que c'est des licornes, je sais pas, je pense pas, mais voilà, plutôt que d'aller acheter je sais pas, un slip ou un boxer fait en Chine, plutôt je sais pas, mettez 20 € de plus. Bon, 20 € c'est quand même cher, mais bon, mettez 20 € de plus et puis vous achetez du français, quoi. Voilà, mais j'ai bien aimé son approche et son authenticité dans ses paroles. Voilà, 53 minutes. Je crois que j'ai dépassé l'ancien épisode. Je m'en suis pas rendu compte. Ça veut dire que j'arrive à parler pendant 53 minutes. Encore une fois, c'est pas un exercice facile, donc j'aimerais... Enfin, je sais pas, je vous demande de l'indulgence, s'il vous plaît. Mais voilà, je prends toujours autant de plaisir à le faire. Là, j'essaie d'écrire au maximum, d'avoir une trame précise de ce dont je vais parler. Parce que sinon, soit ça part dans tous les sens, soit l'épisode va se finir très vite. Parce que en fait, il y aura pas tant de choses à dire que cela. J'essaie au maximum de vous raconter ce que je ressens. Et voilà, donc si jamais vous avez encore aimé ce podcast, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Ça me ferait plaisir. Bon, même si le dernier épisode, il y a eu 0 commentaire, alors je vous remercie pas pour ça, mais je vous avais demandé si vous aviez un livre à me recommander. Je le redemande. Si jamais vous avez un livre à me recommander qui vous a marqué, eh bien faites-le moi savoir avec un petit commentaire. C'est super facile, hein. Ou alors un message. Souvent, vous avez mon numéro. Je vous répondrai avec plaisir et on pourra échanger à ce sujet-là. Merci à tous. Si vous n'êtes pas abonné, si vous n'avez pas noté le podcast, eh bien vous pouvez le faire de suite. C'est 5 étoiles et c'est cliquer sur abonner. On est 45 abonnés sur Spotify, incroyable. On va peut-être dépasser les 1000 écoutes de ce podcast si jamais on continue sur cette lancée. Merci à tous.
Je vous souhaite un bon dimanche pour ceux qui écoutent dès sa sortie. Sinon, eh bien, une bonne semaine remplie de bonheur et voilà. Merci et à dans 2 semaines du coup.